Bienvenue sur Torah Tzap, Parashat Shemot. Le début de l'Exode commence par énumérer les noms de toutes ces personnes qui sont descendues sur le territoire égyptien avec Yaakov Avinu, au nombre de 70. Vayamot Yosef, Vekol Echa Vechol Adoraou. Yosef, ses frères et toute la génération également vont décéder. Nous dit le roi Chaim Akadosh qu'en réalité l'esclavage ne va commencer qu'après le décès de toutes ces personnes qui auraient côtoyé Yosef. Alors un nouveau roi se lève sur l'Égypte, il se sent envahi par la présence des Hébreux qui se multiplient trop rapidement, et il mettra en place différentes taxes et finira un jour par les asservir. On s'est tous posé un jour la question de savoir comment est-ce possible qu'un peuple aussi important que le peuple juif l'a été a pu devenir esclave si rapidement. Le Midrash Tanchuma dans Parashat Balotecha nous dit qu'en réalité, le mot parer, qui se traduit littéralement par la difficulté que va endurer le peuple juif à cet instant, peut être lu différemment. Le mot parer se lira également P-rach, la bouche qui raconte de beaux discours. C'est-à-dire que les Égyptiens vont amadouer, manipuler les Hébreux par de beaux discours et finir par les asservir. Paro, quant à lui, va solliciter les services de Shifra et Poua, ces deux sages-femmes déléguées du personnel des maternités égyptiennes qui employaient plus de 500 sages-femmes, comme l'explique le Ibn Ezra, et leur demander de ne pas laisser en vie tous les garçons qui naîtraient, et ainsi éviter que le futur délivreur du peuple juif puisse voir le jour. La Gemara dans Sota, page 11b, nous dit que Shifra, c'était Yocheved, qui s'occupait de l'enfant après la naissance. Poua, c'était Myriam, sa fille, qui parlait et consolait l'enfant également. Ces deux sages-femmes réussiront, par leur justesse, à déjouer les plans de Paro et laisser ses enfants en vie. Juste après, la Torah nous dit qu'un homme de la famille de Lévi va se marier avec une fille de cette même tribu. Ils auront un enfant. Cet enfant, comme vous le savez, va naître prématurément. Les parents vont pouvoir donc le cacher pendant quelques mois, jusqu'au jour où ils seront forcés de le placer dans ce berceau qu'ils laisseront flotter sur le Nil. Alors la sœur veillera au loin et attendra l'instant où la fille de Paro viendra le sauver. C'est assez étrange de voir que la Torah ne mentionne pas le nom de qui que ce soit le nom du papa, celui de la maman, de la sœur, de l'enfant ou même de la fille qui l'aurait sauvé finalement. Nous explique le Rav Shimshon Pinkus qu'à la différence de toutes ces révolutions qui ont eu lieu dans les différents pays du monde, où se trouve généralement un personnage central, une personne clé, celui qui a mis en place cette révolution, ici il nous dit la Torah que le seul qui pourra prétendre être au centre de cette future délivrance, c'est celui qui dira un jour à Moshe Rabbeinu, Ata tir'e, maintenant tu verras ce que je ferai à Paro, dit Hakadosh Baruch Hu. Alors Moshe Rabbeinu, après avoir tué l'Égyptien qui causait du tort à Shelomit Badivri, va être menacé de mort. Il va donc quitter le territoire égyptien pour revenir un jour et remplir une mission. Une mission qu'il a reçue dans ce fameux dialogue qu'il a eu avec Akadosh Baruch Hu au travers du buisson ardent. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu s'est-il dévoilé à Moshe Rabbeinu pour la première fois dans un buisson? Souvenez-vous, plus haut, dans la paracha, la Torah disait que les Égyptiens étaient dégoûtés de la présence du peuple juif. La Torah disait Vayakutsu qui prend sa racine dans le mot kotz. Kotz, kotzim, ce sont les ronces. On nous explique le Midrash Rabbati que la particularité du buisson est qu'un oiseau y entrera assez facilement, mais aura beaucoup plus de mal à y en sortir. Voilà à quoi seront comparés les Égyptiens sur le territoire égyptien. Moshe Rabbeinu a beaucoup de mal à accepter cette mission. Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, Lo ish devarim anochi, je ne suis pas un homme de discours. Le Ibn Ezra dit qu'en réalité, Moshe Rabbeinu ne parlait pas avec clarté, limpidité. Pour le Rajbam, quant à lui, Moshe Rabbeinu a quitté le territoire égyptien en étant très jeune, et il serait revenu à l'âge de 80 ans. Ce qui finalement va l'empêcher de parler le langage égyptien avec beaucoup de facilité. Moshe Rabbeinu aura perdu toutes les expressions et éventuellement même cet accent qui lui aurait permis de parler avec Paro avec beaucoup plus de facilité. Akadosh Baruch Hu va devoir le convaincre et lui dire que cette mission lui a été confiée et que cette mission, il devra la réussir, et bien évidemment qu'il la réussira avec la force que Akadosh Baruch Hu lui donnera. Moshe Rabbeinu en sera convaincu, comme on le verra plus tard dans les prochaines parachiotes. Moshe Rabbeinu mènera sa mission à bout pour délivrer un jour le peuple juif à la fin de l'esclavage.
Pour conclure, et je dirais que c'est le mot d'ordre de cette paracha, la Torah nous démontre comment est-ce qu'un homme comme Paro, qui ne voulait pas de la naissance du futur délivreur du peuple juif, verra cet enfant grandir sous son nez, verra cet enfant, en quelque sorte, prendre toute sa place aux yeux de tous et finir un jour par accepter une mission qu'Akadosh Borou lui a confiée en étant convaincu que le seul qui sera au centre de cette future délivrance est Akadosh Borou, et ainsi il réussira à sauver le peuple juif à la fin de l'esclavage. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.